qu'on démarre maintenant, au moins pour le blabla, avant de lancer la présentation. Donc ces webinaires sont organisés conjointement avec Blackmagic Design France, Angleterre, Blackmagic Design, c'est Europe quoi. Voilà, Blackmagic Europe, Atreides comme partenaire privilégié de Blackmagic, et bien sûr Video Design d'Olivier, on en parlera dans quelques secondes lorsqu'on lui donnera le micro. Donc Blackmagic a prévu là pour les quelques mois à venir une série de 3 séminaires. Donc aujourd'hui c'est le premier qui va être un peu général et qui va mettre en avant l'accent sur les nouveautés principales dans cette grosse mise à jour qu'est la version 17. Pour ceux qui étaient encore qui ont eu la chance de partir en vacances la semaine dernière, c'est la semaine qu'a choisi Blackmagic pour livrer la version finale de DaVinci Resolve 17. Alors pour éviter des questions par rapport au petit cafouillage de la manière dont ils ont mis en ligne la version 17, il y a 2 versions. Il y a la version 17 Studio, la 17.0, qui est donc une version finale pour Mac, PC et Linux, Mac Intel uniquement. Et le lendemain, ils ont posté une nouvelle bêta publique, qui est la 17.1, qui est une bêta publique donc, qui prend le relais du cycle de bêta avant le passage en version 17, mais qui inclut les Mac M1, donc les fameux Mac M1 à processeur Apple, donc qui sont pris en compte dans une version universelle. Donc c'est pas une version maintenant séparée comme avant, c'est une version qui est à la fois Intel et processeur M1. Donc pour ceux qui veulent, elle n'est pas réservée exclusivement donc au Mac M1, ceux qui veulent voir ce qu'il y a de nouveau dans cette version bêta. Si vous avez un processeur Intel ou si vous êtes évidemment sous Windows ou un environnement Linux, vous pouvez également avoir accès à cette version 17.1 qui, on l'espère, arrivera en version finale dans quelques semaines, une fois qu'ils auront vraiment fini d'optimiser ce qui est nécessaire encore pour ces nouvelles machines. Donc, je vous disais qu'il y aura donc 3 séminaires. Donc le premier aujourd'hui sur les fonctions, les nouvelles meilleures fonctions entre guillemets de DaVinci Resolve 17. Un deuxième séminaire dans quelques semaines qui sera réservé et vraiment consacré au HDR et au nouveau pipeline HDR et un nouveau environnement espace couleur qu'il y a dans cette version 17 qui va permettre vraiment de travailler avec tout type de sources, quelles que soient les qualités, les profondeurs de pixels, etc. Ça va permettre de mixer et d'utiliser tout sans aucune limitation. Et le dernier séminaire qui sera lui consacré à Fairlight, parce que Fairlight fait partie quand même des modules dans cette version 17 qui ont connu le plus de modifications, d'avancées, de nouveautés, d'améliorations. Donc le troisième séminaire sera consacré à Fairlight, mais dans une optique de monteur vidéo. Donc, ce ne sera pas pour ceux, les mixeurs post-producteurs audio, mais quand même utiliser Fairlight dans un esprit de monteur. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Olivier, qui va prendre le relais et qui va vous présenter les Resolve 17. Ouais. Merci, bonjour à tous. Je crois qu'il va falloir que je partage mon écran, comme ça, hop, voilà, tout le monde le voit, c'est bon. Clac. Alors, si tout le monde pouvait couper son micro, ça serait parfait. Ok. Alors, bien évidemment, comme Jean-Philippe l'a légèrement évoqué, moi je suis formateur de DaVinci chez Video Design, un centre à Paris, un centre de formation, certification Blackmagic. Et j'y suis actuellement, c'est de là que je fais la démo. Pareil, rebelote, la version release, la public release a été livrée la semaine dernière. Et bien évidemment, ça ne s'arrête jamais là avec Blackmagic. Et il y a déjà donc une bêta, donc la bêta .17.1 qui est déjà proposée en même temps. Ce qui risque d'être, je pense, quelque chose de récurrent chez Blackmagic. Donc, nouvelle version, la démo que je vais faire va se concentrer sur
les nouveautés de la page color et notamment le nouvel outil HDR, le nouvel outil Color Warper. On verra aussi un peu le Magic Mask très brièvement parce qu'il demandait énormément de ressources. Puis d'autres petits trucs et ensuite on verra aussi les nouveautés marquantes dans la page Edit en montage. Voilà, alors pour commencer, pour voir l'idée qu'il y a eu chez Blackmagic et dans cette version pour avoir il fallait des nouveaux outils pour pouvoir travailler sur la couleur et la lumière, c'est simplement le fait que d'avoir dans les color wheels les primary wheels, d'avoir que 3 roues, c'était trop limitatif ou trop impactant. C'est-à-dire que quand je travaille sur le gain, effectivement le gain, si je travaille sur le gain, on s'aperçoit que par définition, il va travailler dans les hautes lumières, un peu moins dans les moyennes et beaucoup dans les bas, et très peu dans les basses, excusez-moi. Et réciproquement pour le lift, qui va travailler énormément dans les basses lumières, ainsi de suite. C'est leur définition. Mais on n'a pas de zone justement précise, sauf avec les logs. Et le problème des logs, c'est que ça casse énormément le signal. Alors, hop. Donc c'est plus problématique. Donc est arrivé ce nouvel outil. Je vais tout réinitialiser. L'outil HDR, qui porte un peu mal son nom, parce qu'on pourrait penser qu'il est dédié au HDR. Et de fait, même dans cette présentation, il n'est pas du tout utilisé dans une timeline HDR, parce que pour la diffusion du webinar, on est dans une timeline qui est en SDR. La première nouveauté marquante de cet outil, c'est le fait que si on regarde en haut ici, il y a plusieurs roues et notamment on voit qu'il y en a 6. Il n'en affiche que 3 plus le global comme d'hab, mais il peut y en avoir 6. On pourra en rajouter ou en enlever. Mais donc les noirs, enfin les blacks, les darks, les shadows, les light, si j'augmente, hyper light et les spéculaires. Ok. Alors, on va passer sur ce plan-là et on va voir effectivement l'avantage de travailler avec juste une des roues. Donc si je me mets sur le dark, donc le dark ici, chaque roue a plusieurs réglages propres à ce qu'on va appeler sa zone. Et donc je vais avoir donc l'équivalent qui s'appelle l'exposition. Alors excusez-moi, là je me rends compte que j'ai laissé traîner. Hop, c'est le... Hop. Donc si j'essaie de jouer sur l'exposition, là vous voyez le chiffre moins 47, il se passe strictement rien. Alors pourquoi il se passe strictement rien? Pourtant je dis de travail dans les noirs, c'est effectivement le fait que chacune des roues est une zone et cette zone est associée. Donc j'ai cliqué sur le petit bouton pour montrer les zones dans la partie droite et chacune de ces zones est associée à une partie de la luminance. Et le dark, qui est donc la zone la plus sombre, on voit que la zone la plus sombre ici, si je... hop, pardon, excusez-moi, il y a une petite partie de l'image qui n'est pas dans la zone. Si je veux assombrir mes noirs, il va plutôt falloir que je change l'exposition des shadows, qui lui va prendre en compte une plage beaucoup plus grande de luminance, parce que sa limite est beaucoup plus haute. Donc on voit ici les plages. Donc ici, si je prends la dark, on voit que la dark, elle va de moins l'infini jusque là, la shadow de moins l'infini jusque là. Donc ça permet d'avoir un contrôle beaucoup plus précis sur les parties de l'image, sans affecter le reste. C'est surtout ça en fait, d'accord ? Je vais peut-être remettre celui-là à 0 pour l'instant, parce que je ne voulais pas trop y affecter. Clac. Donc là, je peux essayer de densifier mes noirs un peu. Et on peut aussi travailler sur les hautes lumières. Donc on s'aperçoit que les spéculaires, c'est la partie qui se trouve complètement à droite. Donc c'est très très peu de pixels. Peut-être que c'est juste
les pixels qui m'intéressent. Donc je vais aller chercher les spéculaires. Si je descends les spéculaires, on voit. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, sur la transmission. Je vais descendre un peu les highlights, ça ira plus vite. Hop, le signal est écrasé. Hop, je vais remonter mes spéculaires, excusez-moi. Clac. Voilà, clac. Et je descends un peu, je monte le contraste. Ok. Ensuite, on va pouvoir, pour densifier aussi un peu comment ça s'appelle, l'avant-plan. Donc, vouloir densifier effectivement. Alors, excusez-moi, je crois que tout à l'heure, je voulais densifier ça. Je me suis trompé, c'était entre le black et le dark. Je me suis trompé dans le début, là, paf. Hop. Je vais redescendre celui-là, excusez-moi, clac. C'est celui-là que je vais remettre à 0. Hop. Je vais redensifier celui-là comme ça, hop, voilà. Pareil, toujours vouloir densifier l'avant-plan sans densifier forcément le ciel et la problématique qui va se poser, donc travailler sur les shadows. Et on va pouvoir montrer avec les petits boutons qu'il y a devant, en haut à gauche de chaque zone, montrer comment s'appelle le masque qui découle de la zone que l'on manipule. Et là, on s'aperçoit que ma zone prend une partie du ciel là, qui se trouve en haut à gauche. Donc j'aimerais ce ciel qui est sans doute la partie la plus, la plus lumineuse de la zone. En fait, j'aimerais donc changer la limite de ma zone, que l'on trouve ici, que l'on pourrait manipuler à la main. Mais on a le même réglage que la limite de la zone ici, sur le côté gauche. Donc si je descends légèrement ça, je vais pouvoir exclure mon ciel directement en changeant la limite de ma zone. Et effectivement, redensifier une fois de plus, si j'ai besoin, mon premier plan. Alors je force un peu pour que vous voyez, hop. On voit que ça bouge un peu dans le waveform. Ainsi de suite, clac. Et puis c'est pareil, dans mon light, donc je vais aller dans le light. Et dans le light, je veux aussi, pareil, descendre un peu pour si j'arrive, à la souris c'est moins évident, clac. Hop, pour densifier mon ciel. Et finalement, j'ai remonté un peu mes lights, clac. Bref, on a vraiment un outil à ce moment-là qui va nous permettre de travailler sur des parties de la dynamique. Alors, bien évidemment, on se rend bien compte qu'elles interagissent quand même entre elles. Hein. Elles interagissent à gauche de leur limite ou à droite de leur limite. Allez, pour terminer, je vais rajouter un tout petit peu de saturation dans le global. Clac. Ok, et on voit que la saturation, on le reverra après, elle n'interagit pas exactement comme la saturation des roues traditionnelles. Donc voilà, hop, on est parti de ça et on est arrivé à ça. Et tout ça, bien évidemment, n'a été fait que dans un seul et unique nœud. Ok, on va voir une autre application des roues HDR, toujours pour travailler dans une partie de l'image. Ça va être pareillement là, donc on a un beau contre-jour. J'aimerais rehausser les parties sombres. Donc ça va être soit dans les shadows, soit dans le dark. Donc effectivement ici, si je sélectionne ma zone dark, je peux visuellement voir qu'il y a une bonne partie des pixels de l'image. Donc je me dis que c'est les parties sombres de l'image. Je vais pouvoir augmenter l'exposition pour refaire ressortir le premier plan. Voilà. Et bien évidemment, ça a comme effet secondaire de saturer, d'avoir une impression de saturation des couleurs dans la partie que l'on vient de toucher. Donc on peut aussi désaturer directement juste cette partie-là. Alors hop, je pousse un peu pour que ce soit démonstratif, clac. Donc si on regarde le bureau devant ici, il a été un peu désaturé. Donc il était comme ça, comme ça. Ok, donc du coup, on va regarder, là c'est pas que les saturations, mais c'est pareil. Je vais masquer celui-là.
On va juste regarder, voir aussi, donc ce nouvel outil, il va proposer de travailler avec les mêmes réglages, mais de manière un peu différente. Et bien évidemment, la démonstration suivante est le fait de voir comment la température, donc la couleur, modifie l'image. Donc avec les roues, donc ici je vais descendre la couleur, donc pareil je le fais un peu violemment, de voir que effectivement si je rajoute du bleu dans l'image, il se rajoute, on va dire, de manière quasiment égale dans les basses lumières, dans les hautes lumières et dans les tons intermédiaires. Ce qui ne va pas être le cas, je vais réinitialiser ça, ce qui ne va pas être le cas de ce nouvel outil, qui a aussi de la température, mais effectivement, quand on descend la température, alors je vais aller aussi loin, clac, voilà, je pousse encore parce que... Et on se rend bien compte que effectivement, le ciel est beaucoup moins bleu, tous les tons plus clairs sont moins affectés par les changements de température, ainsi que les noirs profonds. Donc on a bien un changement de température de l'image, mais qui paraît plus normal ou naturel. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas non plus dû que à ce nouvel outil, l'outil HDR. C'est parce qu'il est utilisé conjointement avec l'énorme travail qu'ils ont fait sous le capot, qui est le nouveau DaVinci YRGB Color Managed. Donc c'est le color management maison de Blackmagic Design et qui a été revu. Donc c'est pas le même que celui de la version 16, d'accord. Pour info, si vous ouvrez un vieux projet, un projet de la version 16 en DaVinci Color Managed dans la nouvelle version 17, vous aurez une autre ligne supplémentaire qui apparaîtra ici avec DaVinci YRGB Color Managed Legacy, d'accord? Pour dire que c'est l'ancien color management. Brièvement et très brièvement, parce que le prochain webinar sera plus explicite là-dessus. Donc vient aussi avec ce nouveau color management qui a toujours un input color space, un output color space, un timeline color space, vient un nouvel espace colorimétrique propre à DaVinci qui s'appelle le DaVinci White Gamut pour tout ce qui est la partie gamut et le DaVinci Intermediate pour tout ce qui est la plage de luminance. Et l'utilisation conjointe donc, de ces deux outils fait qu'on va pouvoir effectivement travailler beaucoup plus facilement des timelines avec des sources HDR et SDR mélangées. Que les timelines soient HDR ou que les timelines soient SDR. Alors tout faire en un clic, ce ne sera pas possible, mais l'outil est là pour pouvoir encaisser tout ça et travailler correctement. Je reviens un petit peu sur cet espace, le DaVinci White Gamut Intermediate. C'est un gamut qui est quand même assez large, donc on se retrouve, pour ceux qui connaissent, on se retrouve proche d'une logique de Aces où on a un espace de travail gigantesque. Rebelote, pour ceux qui ont déjà utilisé les outils d'étalonnage avec Aces, le gamut étant tellement grand, la sensibilité sur le panel change énormément. D'accord, c'est pas du tout la même chose que quand on étalonne en Rec 709. Et bien tout ça est aussi un peu du passé puisque effectivement la sensibilité d'étalonnage normalement devrait être complètement indépendante du timeline color space avec le Use Color Space Aware Grading Tool, donc qui est une option qui est cochée maintenant par défaut. Très bien. Alors, les deux autres nouveautés, et pareil, je pense qu'elles seront abordées beaucoup plus dans le prochain webinar, c'est l'input DRT et l'output DRT qui est réglé sur le DaVinci. Et c'est le fait que, brièvement, si je change l'exposition globale, donc il faut regarder les scopes, si je change l'exposition globale, vous voyez la manière dont se tasse le signal en bas ou se tasse le signal en haut, d'accord?
Donc effectivement, il va y avoir c'est plus trop linéaire, un peu comme ce que propose CSIS, hein, d'accord? On va avoir une transformation, on va pouvoir choisir la transformation de comment cette luminance de travail va être dirigée et mappée donc vers la sortie. Et il en va de même, et ça c'est quand même une grosse nouveauté, il en va de même en entrée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mapper la luminance des sources vers le gamut et la dynamique gigantesque éventuelle de la timeline. Donc plein de possibilités à venir. Alors ça va permettre aussi donc de travailler sur, je rajoute un nœud, de créer des looks assez rapidement. Donc ici, hop, je vais hop là. Clac. Shadow, je vais remettre. Donc là j'ai mis un peu de cyan dans le global. Je remets du rouge dans les shadows pour remettre du rouge dans les peaux. Alors j'y vais toujours un peu violemment pour que vous voyez un peu via la transmission web. Et puis, clac, clac, clac. Bon, on va laisser déjà comme ça. On va mettre un tout petit peu de contraste. Je crée un look, hein, clac. Et toujours l'idée de ce color management. Donc, alors, comme précédemment, ce color management, il fait la gestion de la couleur, de l'espace colorimétrique des sources vers le timeline color space. Bien évidemment, cette gestion est quasiment transparente, voire automatique, avec des fichiers RAW. Donc les fichiers RAW sont color managés automatiquement, et les fichiers RED aussi. Donc ils sont tous les deux, donc le fichier numéro 5 et le fichier numéro 6 sont tous les deux amenés dans ce DaVinci White Gamut Intermediate et sont traités de la même manière. Donc si je vais supprimer ce nœud-là, donc si je colle l'étalonnage de la caméra numéro 5 vers la caméra de la vignette numéro 6, donc là je vais le faire, non pas, hop, on peut avoir un look qui se pose quasiment, mais il faudra un petit ajustement, mais toujours la même chose, en utilisant ce color management à partir des RAW, on peut toujours travailler de manière presque identique sur plusieurs caméras. Alors, une question qui revient souvent, c'est très bien, c'est magnifique cette nouvelle palette High Dynamic Range. Comment travailler avec cette palette? Les 3/4 du temps, ça va être assez simple. Vous allez avoir une bonne partie de l'image qui va être pilotée avec le shadow et le light. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a même une zone de la dynamique qui se recouvre entre le shadow et le light. Donc c'est les deux, on commence souvent par étalonner en travaillant d'abord sur le shadow puis le light, et après on va aller ajuster les plages extrêmes d'ailleurs qui sont presque les seules à intervenir. Donc ici par exemple, je vais effectivement recoller mes noirs. Hop. Pareil, peut-être que je trouve que la haute lumière, mais alors elle est un peu cramée cette image, clac. Et puis, pareil dans les spéculaires. L'image est un peu... voilà. Il y a un bout de l'image qui est complètement cramé, clac. On ramène un peu. Et ainsi de suite, et on ajuste. D'ailleurs, on voit la représentation ici de ce que l'on a fait sur l'image. Comme on verrait juste sur la luminance, si on regardait juste le signal de luminance. À prendre en main, voilà. Et on retrouve du coup la compatibilité, normalement, je crois, c'est qui est arrivé très très récemment, les dernières bêtas et maintenant, donc de ça avec les panels Blackmagic. Je vous propose maintenant de passer à le second outil de retouche de couleur qui se trouve dans la page color. Donc c'est le Color Warper. Alors on va se mettre sur le plan encore d'après. Il y a deux types de Color Warper. Donc il y a le Color Warper en hue saturation, donc les étalonneurs connaissent bien.
Par contre, celui-là est peut-être un peu moins connu, donc avec des représentations Luma Chroma. Voilà. Alors, on va d'abord commencer à travailler là-dessus et on voudrait. Donc, c'est assez simple. Vous voyez, je balade juste le eyedropper, donc la pipette, et il me montre où se trouve dans le color warper l'élément que je survole simplement, d'accord? Et on peut le manipuler. Donc, si je clique, il sélectionne le point de comment ça s'appelle, la toile d'araignée que j'ai cliqué, et après je peux éventuellement manipuler ce point. Donc si bien évidemment je l'écarte vers l'extérieur, j'augmente la saturation, hein, d'accord? Si je le fais tourner, je change la teinte. Et il déforme donc toute la toile pour que la transformation soit homothétique sur la toile. Il y a une autre, je vais annuler, il y a une autre méthode pour ça, c'est de carrément cliquer et glisser, donc c'est beaucoup plus rapide. Vous cliquez, vous glissez dans le viewer, et au fait, en cliquant et glissant dans le viewer, vous manipulez directement le point dans le color warper en fait. Donc vous n'avez pas besoin de pipeter, puis de déplacer dans le color warper, vous pouvez travailler directement dans le viewer. Ok. Alors, on va prendre une autre utilisation un peu plus spécifique, et notamment donc cette image-là, où on va avoir besoin de retoucher la robe qui se trouve être rouge. Et comme vous le savez tous, le rouge, donc on peut essayer de saturer la robe rouge. Donc si je fais ça et que je sature la robe rouge, ben on voit la problématique, c'est que ben on a saturé aussi le rouge qui se trouve dans la peau. Je vais annuler. Hop. Et bien pour ça, qu'à cela ne tienne, on va augmenter le nombre de points sur la toile du color warper. Comme ça, quand on va travailler sur juste juste le rouge de la robe, on va séparer le rouge de la robe du rouge qui se trouve un peu plus orangé de la peau. Et ça permet donc de cibler plus précisément une teinte plutôt qu'une autre. Très bien, très bien. Ok. On va retourner sur ce clip-là pour voir ensuite l'autre possibilité de travailler donc avec le Luma Chroma du color warper. Et l'idée étant d'essayer de changer la chroma, de saturer, de rajouter du bleu surtout en fait dans le ciel. Donc si je fais ça, donc j'ai juste cliqué et glissé une fois de plus. Si je fais ça, on voit que ça affecte le blanc de la voiture et aussi les nuages. Alors on va essayer d'être un tout petit peu, j'annule, on va essayer d'être un tout petit peu plus précis. Donc je vais cliquer sur le bleu de mon ciel et je vais demander, donc il y a plein d'options. Alors attendez, en fait excusez-moi, il y a un truc qu'il faut que je fasse avant, il va falloir que je sois plus précis. Hop, clac, voilà. Et donc j'ai augmenté, pour ceux qui ont remarqué, j'ai réaugmenté le pas du maillage. Et du coup, je vais pouvoir, donc j'ai sélectionné mon ciel, donc le point apparaît en surbrillance orange dans le maillage, et je vais inverser cette sélection dans le maillage. Donc j'ai tous les points qui sont sélectionnés, sauf celui que j'ai cliqué, et je vais pouvoir ensuite donc les piner, donc les verrouiller. Donc maintenant que celui-là est verrouillé, je vais pouvoir effectivement travailler sur cet élément. Alors j'ai quand même pris un peu de lait doucement, mais le but étant de remettre du bleu juste dans cette partie-là, et on voit que effectivement les nuages du premier plan et la voiture ne sont plus atteintes par la correction que j'ai faite. Alors j'y suis allé un peu violemment dans la correction, mais c'est l'idée. On peut aussi... Hop là, ça, bon, on va avancer, clac. Très bien, alors ça c'était donc le color warper. On va voir maintenant le Magic Mask.
Donc l'idée du Magic Mask, c'est de faire c'est un doux rêve hein, qui arrive presque à réalité. Donc c'est effectivement le fait de détourer une personne sans avoir à trop réfléchir ou trop travailler surtout. D'accord? Une fois de plus, cette fonctionnalité est basée sur le Neural Engine qui est arrivé dans la version 16. Donc si je ne me trompe pas, peut-être que les gens d'Athlete pourront confirmer, c'est juste une fonction de la version Studio, parce que c'est une fonction qui fait appel au Neural Engine. Donc il va falloir simplement sélectionner la personne avec juste un trait pour dire c'est à peu près cette personne-là que j'aimerais détourer. Et ça devrait lui suffire pour essayer de trouver les limites de cette personne. Alors, je vais me mettre en quality. Alors, je vais peut-être faire faster. Bon, de toute manière, j'ai déjà les résultats. Hein, si ça prend trop de temps, je vais me mettre en better. Je vais augmenter le flou un peu. La souris et un peu. Hop. Et puis, je vais lancer le track. Donc, il va essayer de traquer. Alors, le track, là, je viens de le lancer. C'est quelque chose de classique, ça met un tout petit peu de temps à démarrer, puis après, hop, ça traque. Alors bon, vous voyez, ça va pas très très vite. Je suis sur un iMac de 2019 qui a 2 ans. Ça demande énormément de ressources. Alors on va pas attendre qu'il termine le track, hein, parce que ça va être trop long. Sinon on va se raconter nos vies. Et donc, l'idée, je vais arrêter. Je vais passer sur le plan d'après où on va voir. Donc celui-là, il a été traqué correctement. Donc si je peux voir le track qui a été fait. Donc ça, c'est le résultat de l'analyse qui a été fait avec le Magic Mask. Donc ça génère donc une couche alpha dans le nœud correcteur que l'on va pouvoir exploiter. Ma machine a même un peu du mal, là, rien qu'à lire comme ça. Hop. Donc après, une fois que le Magic Mask, on peut quand même le retravailler avec toujours des réglages de masque que l'on a habituellement sur le qualifieur. Alors, comme ça demande beaucoup de ressources, pareil, une utilisation du Magic Mask. Donc là, on va le faire avec et sans. Donc là, on a éclairci la personne de devant et on a flouté les personnages de derrière. Donc l'éclairage sur ce nœud-là et le floutage sur l'inverse du nœud avec un outside node directement. Ok. Donc les 3 grosses nouveautés dans la page color, les voilà, donc la palette HDR, le color warper et le Magic Mask. Il y a d'autres petites nouveautés. Alors, je vais vous en donner 2-3. Donc la première, pour rester dans la thématique de l'étalonnage, je vais aller sur ce plan-là, et une fois de plus il est resté. Donc on va le resetter. Donc c'est qu'il y a une nouvelle courbe qui est arrivée dans les courbes, dans les curves. C'est le SAT versus LUM. Du coup, ça va pouvoir donc agir sur la luminance en fonction de la saturation. Donc si je pipette ici la chemise de la personne, donc c'est cette saturation-là, et je peux m'amuser pour à désaturer les zones, à baisser la luminosité des zones non saturées ou moins saturées pour faire ressortir. Hop, clac. On va lire, clac. Oups, pardon, je suis pas en lecture en boucle. Voilà, il lit. J'ai mon retour vidéo qui me pose des soucis. Ok, clac. Donc ça c'est avec, et donc sans, clac. Qui peut être fort utile. Donc une nouvelle courbe. On va avoir aussi la possibilité d'avoir plusieurs têtes de lecture. Alors ça c'est pas forcément nouveau. Donc je peux mettre une tête de lecture ici. Alors excusez-moi, j'ai juste clac. Hop.
Donc ma tête de lecture B, je vais la mettre sur le plan 14. Donc la A est restée sur le plan 13. La B est sur le plan 14. Je vais activer la tête de lecture, la C, et puis je vais aller la mettre sur le plan 15. On peut, dans le split view, on peut désormais voir les différentes têtes de lecture ensemble. Donc vous pouvez aller les positionner où vous voulez. Là, moi, je les ai laissés au milieu, mais ça pourrait très bien aller les caler à un instant dans le plan pour pouvoir les avoir comme référence pour que ça matche. Hop, check. Tac, je l'enlève. Et enfin, l'autre petit truc, ça va être peut-être quelque chose qui était énormément attendu. Alors, ce que je vais faire, c'est que, tiens, on va prendre ce plan-là et je vais en faire une lutte. Hop, alors je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler Cooled. Et puis sur mon bureau, je vais mettre un dossier mes luttes. Comme ça, hop. Et puis dans mes luttes, je vais créer un dossier qui va s'appeler Olivier. Alors, j'ai simplement utilisé le fait de générer une lutte. Les luttes peuvent venir de n'importe où, hein, d'accord? Mais je les ai mis dans un endroit personnalisé. Et effectivement, on va pouvoir, dans les préférences, le fait d'avoir déclaré mon dossier à moi, donc de mes luttes. Et donc maintenant, effectivement, si je fais un clic droit pour appliquer une lutte sur un plan, on voit le sous-dossier Olivier, la lutte que j'ai créée dans le comment ça s'appelle, dans le menu. Donc n'importe quel menu de lutte, hein, que ce soit sur un nœud, que ce soit dans les préférences du projet, on retrouve le sous-dossier. Donc vous allez pouvoir ranger vos luttes où vous voulez, et pas forcément à un seul unique endroit, et pas forcément à l'endroit où Blackmagic vous impose de les ranger. Très pratique. Bah, c'était le dernier feature de la comment ça s'appelle, de la page color, et on passait ensuite à la page edit. Alors, je passe à la page edit et je change. Je vais aller, donc c'était sur portrait. Alors, je vais du coup réinitialiser tout ça. Clac. Alors, la première fonctionnalité de la page edit que l'on va voir, c'est le Smart Reframe. Alors, le Smart Reframe, oula, j'ai excusez-moi. Ah, je suis allé un peu violemment, c'était ça que je voulais faire, clac, et clac. Donc le Smart Reframe, c'est typiquement quelque chose qui va vous servir dès que vous allez utiliser des ratios de timeline qui sont différents des ratios des sources, d'accord? Donc là, on est dans le cas où on se retrouve avec une timeline verticale, enfin un portrait, donc en 9/16e, et on a tourné des rushs, donc si je fais un match frame, des rushs en 16/9e. D'accord? La problématique qui s'ensuit, c'est qu'effectivement, la personne ou les personnages, vous voyez, qui se sont décadrés, parce qu'au fait, ils ne sont pas forcément au centre de l'image pendant tout le plan. Plutôt que d'animer manuellement la position, est apparu le Smart Reframe, qui se trouve donc dans l'inspecteur, en dessous de Transform, et va proposer de travailler pour nous. Donc je vais lancer le Smart Reframe, clac. Et on va voir que les personnages vont rester cadrés. Et l'on voit que le Smart Reframe a simplement travaillé pour nous et a lancé, donc a créé des clés sur la position pour pouvoir garder les personnages au centre. Donc on voit toutes les clés ici, hein, de Transform qu'a fait le Smart Reframe. Ok, si je fais ça, voilà, on les voit un peu mieux.
Ok. Bon, ce cas-là est un peu plus simple et assez simple parce que les personnages ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Donc la problématique du Smart Reframe, c'est quand on veut cadrer quelque chose, soit qui sort de l'écran, hein, qui n'est pas forcément l'objet principal. Donc il va falloir me croire, si on fait un Smart Reframe en mode automatique sur ce plan-là, il va garder la voiture, globalement la voiture, et moi j'aimerais plutôt que quelque chose qui sort bien du cadre, ce serait le feu arrière. Donc j'aimerais juste cadrer le feu arrière, et pour ça, il suffit de lui dire, et il faut passer donc l'unique paramètre du Smart Reframe Object of Interest en mode Reference Point, et je l'ai désactivé tout à l'heure, et activer, donc normalement il s'active tout seul, hein, donc l'outil Reframe, donc encore un nouvel outil qui vient allonger la liste des outils du viewer, et du coup il est recalé proprement, normalement il apparaît au centre. Je le recale sur l'élément, en gros le motif que j'aimerais qu'il garde au centre de l'image si possible. Une fois que je l'ai cadré, j'ai plus qu'à lancer donc l'analyse. Et je vais masquer du coup mon outil, j'en ai plus besoin. Je vais dézoomer pour qu'on voit bien. Hop. Et relire du coup le plan. Et on voit maintenant effectivement que l'élément que je lui ai dit de suivre reste bien au centre de l'image toute la durée du plan. Voilà pour le Smart Reframe. On va voir une autre fonctionnalité que je trouve est vraiment pratique avec cette fonctionnalité. C'est donc ce qui s'appelle le Scene Cut Detect. Alors pour ceux qui connaissent le Scene Cut Detect, c'est une fonctionnalité je suis pas dans le bon. Ah oui, je suis pas du tout dans le bon. Hop. Si je prends ça, donc c'est effectivement une fonctionnalité où on va pouvoir, d'accord, découper un film avant de l'importer. Donc c'est une fonction d'import, on va découper un média source avant de l'importer. Donc il faut le savoir longtemps à l'avance, hein, dans la manière de travailler. Désormais, directement dans la timeline, donc je me retrouve avec une timeline une fois de plus ici, où j'ai récupéré un export d'un montage, et j'aimerais du coup découper comme si je l'y avais pensé à l'import. Il suffit donc maintenant de sélectionner dans le menu timeline Detect Scene Cut, et donc il va analyser ce qu'il y a sous la tête de lecture, et ici de trouver, dans la timeline, et de trouver toutes les coupes. Alors bien évidemment il n'y a aucun réglage, donc c'est pas forcément parfait, il faudra revérifier si les coupes sont bonnes. Donc là je fais flèche du haut, gauche-droite pour vérifier si les coupes sont bonnes. Hop. Et ainsi de suite. Petit rappel, on peut supprimer une coupe tout simplement en la sélectionnant et en appuyant sur effacer, d'accord, ou on peut rajouter une coupe avec commande B ou en utilisant le rasoir. Mais on se retrouve bien ici avec un élément découpé. Donc on imagine bien quand on reçoit un export 16/9, comment il est facile d'en faire, avec le Scene Cut Detect et le Smart Reframe, d'en faire une version 9/16. Une autre fonctionnalité donc, qui est la synchronisation dans la timeline. Donc là, j'ai une timeline avec les éléments à synchroniser. Ils ne sont absolument pas synchronisés, ils commencent tous ici au même endroit. Alors il reste un petit bug là, le deuxième élément n'arrive pas à synchroniser quand je le sélectionne, donc je l'ai mis sur une autre piste pour être honnête, mais je le recalerai après. Je sélectionne tous les éléments et on va retrouver la fonctionnalité de synchro dans le menu clip.
auto line clip, donc on va pouvoir les synchroniser, donc les aligner soit via leur timecode, ce qui n'est pas le cas, il va falloir me croire, mais on va les synchroniser selon leur son, qui est suffisamment bon. Clac. Donc il analyse et il va tout caler. Il va tous les aligner comme ce qu'il aurait fait en créant un multicam. Ça marche très bien, même entre deux plans dans la timeline, si vous avez besoin de synchroniser deux éléments, un plan de coupe qui doit être synchronisé par rapport à un autre élément, ça fonctionne très bien. Je vais remettre quand même cet élément sur la V2, donc je le déplace avec la touche majuscule pour ne pas le désynchroniser, là c'est très très important, d'accord, et le remettre au bon endroit. Donc ça permet effectivement de synchroniser plusieurs éléments, ça rappelle la vieille méthode des années 2000, voire avant, pour faire du multicam. Faut pas non plus se dire que l'outil multicam de Resolve ne sert plus à rien, et au contraire, c'est-à-dire que si je voudrais faire de ça un multicam, je peux toujours le faire. Donc je vais utiliser la commande montre-moi la timeline dans le media pool, puis ensuite je vais dupliquer cette timeline, et la nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est le fait de convertir la timeline en un plan multicam. Donc maintenant, cette timeline étant convertie en un plan multicam, donc c'est un plan qui est prêt à être monté. Donc là, je me retrouve avec mon plan multicam pour travailler de manière classique. Donc on peut en fait préparer ces multicams de manière plus ergonomique dans une timeline si besoin. D'autres petites fonctionnalités. Alors hop, je vais. Allez, excusez-moi. Alors, il faut que je retourne dans ma timeline. Je crois que c'est FX. Hop, voilà. Donc on va pouvoir faire du compositing très basique. Donc là j'ai un mat. Donc ce mat étant la découpe de la voiture. D'accord ? Donc je vais pouvoir très simplement utiliser ce mat pour découper ma voiture. Alors, comment il faut faire ? Je vais copier cet élément et il faut déclarer un élément comme étant le premier plan et un élément comme étant le masque, soit en luminance, soit en transparence et ainsi de suite. Et ça se passe assez simplement et classiquement dans les modes de compositing, d'accord ? Donc si je sélectionne, je vais déclarer cet élément comme étant le foreground, donc c'est ces nouveaux éléments qui apparaissent, clac. Et je vais pouvoir déclarer ce masque comme un élément de masque, mais un masque en luminance. Alors visuellement il ne se passe rien parce que j'ai découpé la voiture sur la même image. Donc si je désactive le background, enfin donc la V1, on voit la découpe. Et je vais pouvoir travailler directement sur le foreground. Donc si je veux rajouter un effet, je vais masquer mon media pool. Je vais prendre un blur tout simplement. Et donc dans l'inspecteur qui a été complètement revu, on a donc les onglets et on a donc maintenant toujours en fait, un onglet effet avec 3 sous-onglets, les effets qui ont été fabriqués avec Fusion, les OpenFX et les effets audio. On va pouvoir, c'est peut-être un peu violent, mais hop, voilà, clac. Donc pouvoir directement faire un tout petit peu de compositing dans la page Edit. On a bien sûr d'autres effets qui sont arrivés. Donc, alors, excusez-moi, je ne sais pas le taper. Voilà, je vais prendre vidéo collage. Hop. Alors, je vais dans l'effet, je vais pouvoir régler donc une colonne. Pardon, hop, clac.
ça fait des trous, hein, tout simplement, pour pouvoir après ensuite caler nos éléments. Donc là, c'est une manipulation très rapide, hop, de ce qu'on pourrait faire avec le vidéocollage. Il y a d'autres manipulations aussi. Là, je sélectionne celui-là. Tac. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Je vais masquer ça. Hop. Bien évidemment, tout ça est animable si vous avez besoin. Les autres effets, nouveautés avec les effets, et qui ne sont pas des moindres, c'est, pour ceux qui connaissent déjà, c'est le 3D Keyer de la page Color. Donc c'est une petite révolution, on l'a vu déjà avec la version 16 et la stabilisation qui est sortie de la page Color et qui est arrivée dans la page Edit. On voit qu'ils sortent encore d'autres choses de la page Color, hein, puisque maintenant on a besoin de faire des choses assez, on va pas dire forcément très très avancées, mais on ne veut pas forcément changer de page, passer de Edit à Color pour faire une incruste. Donc on a le 3D Keyer qui est exactement la même chose que ce qu'on retrouve dans le 3D Keyer ici de la page Color. Donc ils sortent des fonctionnalités de Color et les rendent accessibles en Edit et aussi en Fusion, hein, via les ResolveFX, enfin les OpenFX de Resolve. Donc clac. Alors il faut que je prenne ici mon OpenFX overlay. Hop. Donc ici j'ai créé la zone que je veux rendre transparente. Je vais pouvoir dans le output dire je veux voir ma couche alpha. Et on a bien évidemment le matte finesse. Excusez-moi, je voulais juste l'alpha comme ça. Et on retrouve donc les réglages, hein, que je vous ai montré précédemment. Donc là je vais utiliser le clean black pour enlever toutes les parties blanches qu'il y a dans le noir et repasser ma sortie en Final Composite. Et ensuite, donc, on va voir que on a bien la transparence. On a vu donc maintenant le fait que le verre bave sur le bord de la fenêtre, ce qui est normal. Donc si on ajoute le despill, on va pouvoir enlever ou contrecarrer ce verre. Ce qu'aurait fait exactement le même outil dans la page Color. Bien. À noter une autre venue qui est quand même bien souhaitable dans... Alors voilà. Donc le noise reduction. Alors là on va pas forcément regarder, je l'ai juste posé. Mais on retrouve exactement le même noise reduction, donc une version réservée, hein, à la Resolve Studio, hein, d'accord. Mais on retrouve le denoiser en edit directement, d'accord. Et pour ceux aussi qui font du Fusion, c'est quand même très très pratique parce que comme Fusion est en tête de workflow interne, on va pouvoir maintenant utiliser directement le denoiser dans Fusion. Donc plutôt une bonne chose de rendre toutes ces briques sous la forme d'OpenFX pour que toutes les pages en aient directement l'accès. Allez, on va terminer avec deux autres fonctionnalités. Et notamment la première, alors ces deux fonctionnalités que je vais vous montrer font appel un peu au fait que les médias optimisés et les render cache files sont dans un format propriétaire. Pour ceux qui sont allés voir, c'est des suites de fichiers .dvcc. Et effectivement, il n'y a que Resolve qui a la main dessus, et puis si ça vient à planter ou disparaître, c'est compliqué à relinker entre guillemets. Donc il y a la possibilité de faire des rendus directement, des rendus comme si c'était un mini export et un mini import. Donc on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Render in Place.
Donc si j'invoque cette fonctionnalité, je vais pouvoir lui donner donc, le format, le codec, je vais rester comme ça, et inclure ou pas les effets vidéo. Alors attendez, avant ça, je vais aller me mettre dans le master, parce que bien évidemment, il va y avoir un import qui va se faire, fatalement. Et donc l'import va se faire dans le bin actif. Hop. Et bien évidemment, il va me demander où est-ce que je veux ah oui, alors je ne l'ai pas fait sur le bon, il y a mon alpha. Enfin, bref, toujours, il fallait que je fasse sur le 2, excusez-moi. Toujours est-il que il manque l'alpha là-dessus, là. J'ai pas pris un codec avec alpha. Alors, attendez, si je le refais, on va voir si ça marche mieux. Clac. Il a loupé un truc. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on a bien des nouveaux fichiers qui sont importés dans l'élément, donc dans les bins. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique à manipuler. La machine est allégée. Ces fichiers-là, c'est des fichiers qui se retrouvent dans votre explorateur Windows ou dans votre Finder macOS que vous pouvez partager avec n'importe quelle autre application. D'accord ? Et pareil, le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez toujours revenir à l'original dans la timeline, c'est-à-dire, bon là j'ai mon effet qui a l'air d'avoir bugué. Ah non, c'est parce que j'en ai mis 2, ok. Alors attendez, parce que du coup je me suis emmêlé les pieds dans le tapis. Je vais le refaire comme ça. Comme ça. Non, il veut pas, bon, c'est pas très grave. Et on peut toujours donc revenir à l'original. Il a le lien, c'est-à-dire qu'il a fait le nouvel import, mais c'est un import un peu particulier. Il a remplacé dans la timeline, puisqu'il sait d'où vient ce rendu et comment il l'a fait pour le calculer. Donc des fichiers le rendu qu'on va pouvoir précalculer et partager avec les autres applications. Et enfin, l'autre possibilité aussi, c'est de pouvoir créer donc des proxy médias, d'accord? Donc c'est la nouveauté de la version 17, où on va pouvoir, un peu comme les Optimize Media, choisir la résolution, d'accord? Alors là, je vais prendre une résolution très basse, comment ça s'appelle, un petit codec, et bien évidemment, on va avoir dans les working folders le fait de où est-ce qu'on va aller mettre ces éléments. Pour générer un média proxy, alors ça se fait sur les sources, pardon. Donc on retrouve en faisant un clic droit, Generate Proxy Media. Et on voit tout de suite qu'il utilise par défaut les médias proxy. Alors peut-être que vous ne le voyez pas forcément, mais ici on se retrouve avec une version très très dégradée, puisque dans le menu Playback est arrivée une nouvelle fonction, Use Media Proxy if Available. Si je l'enlève, hop, je repasse sur ma version originale. D'accord ? Et toujours, l'idée de ça, hein, c'est à l'inverse des médias optimisés, c'est que si je retourne dans mon disque, que je vais sur Media Proxy, j'ai bien un fichier que je peux pareil partager, trimballer, copier beaucoup plus facilement que ce qui était le cas avant. À noter aussi que du coup ça marche avec les médias proxy des caméras, puisque je suis allé très très vite, mais on a directement une fonctionnalité de link proxy media, c'est-à-dire que si il y a déjà des médias proxy qui ont été créés par soit la caméra, soit une autre application, on va pouvoir les relinker et pas avoir à les régénérer via le soft. Vraiment très pratique. Et ben, allez, un dernier petit truc et après on arrête. Donc, le dernier petit truc, c'est celui-là. Donc, on a la possibilité d'exporter des timelines avec Resolve et d'en importer dans des langages des autres logiciels, donc les XML de Final Cut Pro 10, Final Cut Pro 7, Premiere ou les AF de
le format qui s'appelle ici, vous voyez, DaVinci Resolve Timeline. Donc le format DRT, qui est donc un format propriétaire de DaVinci. Alors je ne vais pas l'exporter, mais qui va permettre énormément de choses en termes de travail pseudo-collaboratif avec plusieurs Resolve, puisque un fichier DRT emmène tout le travail, et exactement tout le travail d'une timeline, avec tout ce qui a été fait dans Fairlight, dans Fusion, dans Color et dans Edit. Donc si vous êtes plusieurs machines à travailler sur les mêmes fichiers, vous pouvez vous envoyer maintenant des timelines au format DRT et ne rien perdre. On n'a pas besoin de passer par un autre format ou par un fastidieux DRP, donc projet navette. On peut juste envoyer ça. Et ben voilà, ma démonstration qui a été un peu coupée, mais s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y en avait une qui avait été posée en tout début, enfin au moment où tu nous as quittés, d'Alexandre, qui disait, lorsque tu as manipulé dans le Color Warper, n'est-ce pas trop délicat de manipuler le spider web quand on augmente le nombre de points pour être plus précis? Si, mais alors je suis pas spécialiste, mais je crois qu'on peut facilement zoomer là-dedans, là, hop, et du coup on va pouvoir manipuler ici très précisément. On peut l'avoir en plus grand en fait, le Color Warper. Ça simplifie les manipulations. Ouais, effectivement, parce que sinon il faut être très très précis à la souris. C'est une bonne question. Ok. Alors, si vous avez des questions, le plus simple c'est de vous signaler dans le chat. Moi je vous ouvre le micro, parce que si j'ouvre les micros de tout le monde en même temps, ça risque d'être cacophonique. Donc voilà, juste vous signaler dans la petite fenêtre de chat si vous avez une question par rapport au point et fonctions que vous a montré ce matin Olivier. Donc, alors Sébastien qui a une question. Hop. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. En fait, j'ai raté le début de la conférence, tout simplement. Je voulais savoir si vous allez faire un replay, l'enregistrer, si vous avez fait un enregistrement de l'écran et si vous allez le rediffuser sur Atreid ou sur Facebook. Tout à fait, il y a un enregistrement. Alors, j'espère que quand tu as quitté Olivier, l'enregistrement a continué. Il est toujours en train de tourner normalement. Il est toujours en train de tourner. Bon, on fera un donc petit montage, ça devrait être bon. Il va falloir que je fasse un peu de montage. D'accord. Donc oui, pour répondre à la question, oui, il y aura une version intégrale du début à la fin, sans la coupure d'image et de son d'Olivier, pour ceux qui ont loupé le début ou qui sont partis avant la fin. Donc on en profite pour quitter. Super, merci beaucoup. Mais de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question? C'était si limpide que ça? Ou peut-être que tout le monde a faim et que tout le monde pense déjà à aller déjeuner, faire sa pause déjeuner, ce qui se conçoit alors qu'il est. Alors dans tous les cas, Olivier vous a un peu donné un avant-goût des nouveautés avec le High Dynamic Range dans l'onglet Color, mais c'est quelque chose sur lequel il reviendra beaucoup plus en détail et en profondeur avec le prochain séminaire qui sera vraiment dédié à tout ce process HDR et tout ce pipeline HDR qui maintenant est totalement implémenté dans Resolve. Et donc voilà, il y reviendra dessus en long et en large. S'il n'y a plus de questions, apparemment ça a l'air d'être le cas. On vous remercie d'avoir été présent, d'avoir suivi ce premier séminaire 2021. Désolé encore pour cette petite coupure là j'ai dû faire une fausse manip quand j'ai quitté Resolve. Désolé. Voilà, ça arrive même au meilleur, Olivier, donc c'est pardonné. On vous donne rendez-vous pour le prochain séminaire. Ça sera